Entre 16h et 17h, Ils nous ont bien buzzés. Guy Vermersch. Regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Mais c'est une radio comment ? 16h30 sur DH Radio. On est de retour dans les studios, évidemment, de Ils nous ont bien buzzé. Ce chut, mes enfants. Il a dit chut. Il a dit chut, exactement. Mes enfants. Patrick Bruel avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour papa. Ça va? T'as dit mes enfants. J'en fais peut-être partie. Ça va mon fils? Super. Et toi, c'est beau ici, tout est rouge et blanc. C'est pas mal, hein. Très très beau Rouge, studio. blanc et bleu. Et oui, jaune. Que les gens peuvent regarder sur dh.be. Il faut pas le rater parce que le studio est magnifique. Bienvenue à Bruxelles, Patrick. Mais merci de m'accueillir dans ces beaux locaux. Et vous devez connaître Bruxelles pas mal, non? Vous y êtes venu pas mal à Bruxelles depuis le début de votre carrière. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, hein. Ouais. Et je crois même d'ailleurs depuis très longtemps. C'est vrai cette histoire qu'à 14 ans, vous êtes... C'est quoi ce truc? J'ai lu qu'à 14 ans, vous aviez fait une sorte de fugue pour venir voir les Rolling Stones. Oui, ils étaient interdits en France à l'époque. Ouais. Ouais. Ils étaient interdits en France pour des raisons, je sais pas si c'était fiscale ou des questions de drogue, mais enfin bref, ils étaient interdits. Ouais. Et la tournée Dancing with Mr. Deeds et Angie, tout ça, passait pas par la France. Nous, on était fous des Stones. Voilà. RTL organisait un voyage. 50 francs, ça coûtait. Il fallait prendre le train d'RTL qui allait jusqu'à Bruxelles. Et puis bon, j'avais pas le droit d'y aller forcément. Mais, 14 ans? Mais je suis parti avec un copain et son frère, son grand frère. Voilà. Donc on est parti. J'ai dit que j'allais dormir chez mon copain. Puis voilà. Puis je suis revenu le lendemain. Et personne l'a su. Et puis après, je l'ai dit un jour. Mais c'était juste incroyable. J'étais à Forêt Nationale et je me souviens où j'étais, à quelle place et tout. C'est sympa. Sans vous dire qu'un jour vous serez de l'autre côté sur scène. C'est pour ça que j'ai chanté. C'est pour ça que j'ai chanté Satisfaction au mois de décembre. Ouais, en symbole à ça. On remonte un petit peu le temps. Vous êtes né en Algérie. Alors je crois que vous n'y avez pas vécu longtemps, mais est-ce qu'il y a à travers, je sais pas moi, le peu de temps que vous y avez vécu, travers vos parents, à travers un peu d'Algérie en vous, ou pas tellement? Oui, il y en a certainement, évidemment. Mais j'en ai aucun souvenir à part ceux de la mémoire collective de ce qu'on a pu me raconter. Mais j'ai pas de souvenir précis. Non, on n'y est jamais retourné. J'aimerais bien y retourner un jour. J'espère que ça se fera. La musique était présente à la maison? Tout le temps. Ouais. Omniprésente. À travers qui? À travers... Extrêmement éclectique. Ouais. Ça allait de Barbara aux Rolling Stones, en passant par Mozart, Ravel et les Beatles, Brassens. C'était un éclectisme de très haute qualité en plus. Donc j'ai grandi vraiment... mes oreilles ont été très gâtés. Les premiers artistes qui vous marquent? Brel. À cette époque-là, Brel, ouais. Brel, premier Brel. Brel, 64, c'est 5 ans. Maman rentre de l'Olympia, elle a acheté son 45 tours, s'appelle Amsterdam. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'à 5 ans, j'entends putain dans une chanson, ça me fait plaisir. Alors, je sais pas pourquoi, je me prends d'amour pour cette chanson, pour lui. 1 ou 2 ans plus tard, ma mère m'achète un autre disque de lui, ça s'appelle Les Bonbons. Alors j'aime pas la chanson, je la trouve cucu. Ouais. Du coup, je retourne le disque, et puis de l'autre côté du disque, il y a Jeff. Moins cucu. Et Jeff, je l'ai écouté peut-être pas 1500 fois. Ouais, belle chanson, hein. Ah bah, je l'ai chanté souvent en plus. Alors après, il y a la carrière qu'on sait, et tout d'un coup, je me demande, est-ce que vous avez eu dans votre carrière l'occasion de rencontrer des gens dont justement vous étiez fans, qui vous ont marqué à cette époque-là quand vous étiez jeune? J'ai rencontré Brassens quand j'avais 16 ans, enfin je l'ai rencontré, j'ai été lui demander un autographe dans sa loge. Ça a duré 30 secondes, il avait les yeux baissés, était très timide, mais c'était très joli comme ça s'est passé. Et quand je vois l'émotion que j'ai reçue à la signature de cet autographe et au regard qu'il m'a fait, je peux comprendre parfois à quel point c'est important de signer, d'être présent pour les gens qui vous rappelez de ça. Qui vous aiment. Moi, je me rappelle souvent de cette image. J'ai 2 images, j'ai Brassens et j'ai Clint Eastwood, qui m'a signé un autographe. Vous avez rencontré Clint Eastwood? Ouais, à Los Angeles. Rien que ça. À Los Angeles, sur un parking, sur le parking de Tower Records, j'achetais des disques et lui, il attendait dans sa bagnole, sa nana qui devait acheter des disques aussi. Et quand je suis sorti, je suis tombé sur lui dans sa voiture, je suis allé à la fenêtre et je dis, je peux avoir un autographe. Alors c'est marrant que vous parlez de Clint Eastwood parce que ça me permet de sauter d'un chapitre de votre vie à un autre. Certaines personnes parlent de vous parfois comme le chanteur qui a réussi aussi au cinéma, mais vous étiez acteur en quelque sorte avant d'être chanteur. Et puis ce formidable coup justement du coup de Sirocco, du coup de Sirocco d'Arcadie pour un premier rôle, c'est fantastique. Ouais, moi ils n'ont jamais réussi à me cataloguer chanteur qui joue la comédie ou acteur qui chante. J'ai toujours été acteur et chanteur à part entière. Et ça, je l'ai réussi parce que j'ai travaillé à 100% dans les 2 catégories et puis ça s'est plutôt bien passé. Et l'un n'a pas embarqué l'autre dans sa course ou dans sa chute.
Ce qui pourrait être beaucoup plus fâcheux par contre. Mais j'ai eu de la chance de faire de belles rencontres et puis de tomber sur des metteurs en scène qui avaient envie ensuite de retravailler avec moi et un public qui m'accorde une certaine crédibilité. Oui, parce que vous en parlez avec beaucoup de naturel, mais il n'y a pas tellement de cas comme vous en réalité, hein, de gens qui ont fait une aussi belle carrière dans les deux domaines. Non, parce qu'on pourrait comparer à Montand, mais Montand a arrêté pendant 25 ans de chanter pour faire du cinéma. Ouais. Moi, j'ai pris le parti, et peut-être un peu dangereux, de ne pas arrêter la chanson et de continuer des films. Paris réussi. Pour l'instant, réussi. Pour l'instant, quelqu'un qui rentre dans une salle et me voit sur un écran de cinéma, il voit pas de chanteur. Il a l'air de voir un acteur, de voir un personnage. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, j'espère que ça va continuer. Arrive 1989, les années 90, c'est le succès alors, avec Alors Regarde, l'album Bruel qui suit. Au cinéma, L'Union Sacrée, même un petit rôle dans Sabrina. Là, on retourne du côté d'Hollywood. Il y a le Jaguar, évidemment, beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle la Bruel Mania, les jeunes filles surexcitées, les émeutes là où vous passez. Sincèrement, à l'époque, Patrick, ça vous amuse ou ça vous gonfle? Ni l'un ni l'autre. Ça me gonfle pas parce que Ça vous inquiète? Ça me fait plaisir parce que ça reste des témoignages d'affection, ça reste de l'amour, ça reste du partage. Ça m'amuse parfois parce que c'est parfois très... Oula. Ah, attendez. Pardon. Oh là là. On est reparti. Faut rien toucher. Ça m'amuse parfois parce que c'est souvent amusant, souvent charmant et souvent très, très agréable à vivre. Mais d'un autre côté, le joueur d'échecs que je suis, qui voit 3-4 coups à l'avance, se dit que voit tout de suite tous les effets pervers qui peuvent survenir d'une situation comme celle-là. Il va falloir vite mettre l'artistique en avant. C'est l'artistique qui vous fait durer, c'est l'artistique qui vous sauve, c'est l'artistique qui est la seule réponse. Si on met du sociologique devant et si on noie tout ça dans quelque chose d'un peu produit, c'est fini. Donc il fallait pas oublier qu'il y avait un acteur, un chanteur, un guitariste, un pianiste, un compositeur. C'est ça peut-être qui vous sauve. Alors je ne sais pas si ça vous a sauvé de ça ou pas d'ailleurs, vous allez peut-être me répondre à ça. Est-ce qu'il est possible de ne pas prendre le melon un moment, sérieusement? Est-ce que c'est possible d'éviter ça quand il y a tout le temps des filles qui sont comme ça à la sortie de tous les bâtiments dans lesquels vous êtes et tout? Comment c'est possible qu'un jeune garçon prenne pas le melon, soyons francs? C'est-à-dire, en fait, ça s'appelle pas comme ça. Parce que quand on dit prendre le melon, on dirait qu'il y a un avant et un après. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas un avant et un après. Il y a des moments où on perd un peu pied, on perd un peu les pédales, où on ne sait plus très bien qui on est. On sait qui on est. Mais le plus grand danger du succès, c'est de penser qu'il vous donne raison. Mmh. Voilà, ça peut être un piège. D'abord, on vous pose des questions sur tout. On vous interroge sur tout. On a envie de savoir sur tout. Et puis vous devez tout savoir sur tout. Et comme si vous étiez performant sur tout. Non, personne n'est performant sur tout. Donc, il y a peut-être un moment qui est un peu plus délicat. Mais vu l'entourage que j'ai, l'éducation que j'ai eue, on est toujours dans le coup d'après. Moi, je suis toujours dans le coup d'après, depuis toujours. Est-ce que c'est mon éducation? Est-ce que c'est ma formation? Est-ce que c'est mon lycée? Est-ce que c'est mes copains? Est-ce que c'est ma famille? Mais je ne suis pas dans l'instant. Moi, je suis après. Donc, je prends beaucoup de plaisir quand je suis sur scène. J'ai pas envie de descendre. J'ai pas envie de sortir de scène parce que j'ai l'impression qu'on est dans une autre réalité, mais qui me plaît beaucoup. Et une fois que je descends je descends de scène, je reviens dans la vie, quoi. Et la vie, c'est qu'est-ce qui va se passer juste après. Et puis il y a eu un avant et un après pour moi. Il y a eu mes enfants. Mes enfants, ça a tout changé. Ouais. Les enfants, c'est la réalité, elle est là. Tout ce qui est autour peut m'emmener très très haut, mais les enfants me ramènent à la réalité tout le temps. Alors sur la réalité qui est quand même celle qu'aujourd'hui vous êtes énormément connu. Moi j'étais en voiture tout à l'heure, je pensais à l'interview qu'on allait avoir tous les deux. Je me mettais un petit peu dans votre peau, il faisait très beau, il y avait beaucoup de monde dehors, il y avait beaucoup de monde sur les trottoirs, aux terrasses des restaurants, dans les supermarchés, il y avait du monde partout. J'étais en train de regarder tous ces gens et je me dis c'est incroyable, si j'étais Patrick Bruel, tout le monde me connaîtrait. C'est tout à fait fou de se dire ça. Tout le monde me connaîtrait, tous ces gens sur les trottoirs, tous ces gens sur les terrasses, etc. C'est quand même une expérience incroyable de vivre ça. C'est un enfer ou c'est plutôt génial ou vous avez vraiment beaucoup de recul là-dessus? Comment est-ce qu'on vit ça? Moi, je me pose cette question. Ça doit être incroyable pour quelqu'un qui n'est pas connu de voir ça. Et quand je dis ça doit être, c'est que ça l'a été pour moi, parce que j'ai vu.
ça quand je n'étais pas connu, ou je le vois quand je suis allé dans un pays étranger et quand arrive quelqu'un de très connu qui a une terrasse de café, je vois l'effet que ça procure et le fait de ce que l'anonymat me renvoie. Donc c'est amusant. Il n'y a rien de terrible là-dedans. Il n'y a rien de grave. Au contraire, c'est... En plus, je ne suis pas une star internationale, moi, donc je peux me balader. Il y a des refuges. Moi, je prends un billet d'avion, puis à 1h30 de Paris, voilà, je retombe dans un anonymat complet. Mais la notoriété ne me pèse pas. Elle ne me pèse pas du tout, même. Je vis bien avec ça. J'ai pas mal de recul, comme vous dites. J'en ai pas toujours eu. Mais je prends ce qu'il y a de mieux, moi, c'est le partage. Il y a des sourires, des gens sympas, il y a des bons moments, Là, par exemple, c'est sympa parce que comme je me suis fait un peu agresser en France, là, ce matin à la gare, il n'y avait que des témoignages d'affection, des gens qui passaient, qui me tapaient dans la main, tapaient dans le dos. Voilà, c'est ça. Je fais partie du paysage, je fais partie de la vie des Français et un peu des Belges aussi, par bonheur. Donc voilà, je me vois pas me plaindre de ça. On peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre. Non, effectivement. Mais au contraire, en plus, il n'y a rien de dérangeant. Ce qui peut être dérangeant, c'est quelqu'un qui arrive et qui est très familier ou qui est mal élevé ou quelqu'un qui vous déteste. Ça, voilà, vous pouvez rencontrer aussi des gens qui partagent pas vos idées ou ont envie d'être négatifs. Alors ça, après, c'est comme pour tout le monde dans la vie, une manière de vivre avec. Alors, une dernière question avant peut-être une petite pause musicale. Quand vous n'êtes pas entre deux avions, entre deux rencarts, entre un plateau, une scène, un studio, etc., comment est-ce que vous vivez avec vos enfants dont vous parliez tout à l'heure? Où est-ce que vous êtes? Comment vous vivez? Une semaine sur deux avec mes enfants, à la maison, au parc, dans un musée, au cinéma, sur un terrain de foot, au supermarché. Alors ça, c'est la vie de tout le monde, quoi. La vie de tout le monde, absolument la vie de tout le monde. Et c'est marrant parce que les enfants, finalement, sont un extraordinaire garde-fou, puisque quand je suis avec mes enfants, on m'approche beaucoup moins. Ouais. Mais on sent que je dois être très animal. Ouais. C'est-à-dire qu'on sent qu'il ne faut pas m'approcher quand je suis avec eux. Un jaguar. Un peu, ouais. Je suis avec eux, ça reste très gentil, très courtois, les gens, mais bon... Mais voilà, mais j'essaye d'avoir une vie vraiment très, très quotidienne, mais en ayant parfaite conscience de ma situation, de privilégié, que mes enfants le sont, que voilà, j'essaie tous les jours d'apprendre à mes enfants que beaucoup de choses ne sont pas normales. Elles sont agréables à vivre, mais il faut considérer qu'elles ne sont pas normales. Patrick, on se retrouve après une petite page de pub. Faut vivre. Ça dépend du temps de la page de pub. Elle sera pas longue. À tout de suite. Dis-moi avec qui tu surfes, je te dirai qui tu traites. Pourquoi? Demande-le. Mot d'enfant, très 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 belle chanson de Patrick Bruel qui est avec nous. Il est 16h48, on est en direct toujours sur DH Radio. C'est une belle chanson, ça, Mot d'enfant. Hein. Chanson forte, ouais. Sujet fort, sujet urbain. La fouine qu'on entend. La fouine qui est venue corroborer le propos sur le harcèlement, le harcèlement dont les enfants souffrent au quotidien sur le net. Alors justement, vous parlez là évidemment de cette tragédie-là, par exemple, une tragédie parmi d'autres. Vous avez l'image d'un chanteur engagé, avec deux facettes, engagé comme celui qui a un regard dur sur la société et qui dit ce qu'il pense, et engagé comme celui qui donne de son temps et de son énergie pour les autres. Alors sur le premier volet, on connaît vos différentes prises de position, notamment contre le Front National. Dans son très, alors je dis ce que je pense, très très amateur et médiocre journal de bord sur le site du Front National, Jean-Marie Le Pen désigne Bodoche et Maldonat dans une rubrique douteuse qui s'appelle Les deux pauvres cons de la semaine. Ensuite, Noah et Cochon qui s'en dédient. Et enfin, on fait une fournée avec Bruel. Quand vous entendez ça, tout le monde en a entendu parler. Quand il parle comme ça, c'est quoi pour vous, sincèrement? C'est un vieux gâteux qui se rend pas trop compte de ce qu'il dit aujourd'hui et auquel les journalistes cherchent la petite bête? Ou c'est un type toujours aussi malin et dangereux qu'avant qui sait pertinemment ce qu'il dit? Non, il sait pertinemment ce qu'il dit, mais il y a bien longtemps que les provocations et les dérives de cet individu ne m'atteignent plus, à titre personnel. Ouais. Moi, je suis triste pour la mémoire de millions de gens. Je suis triste pour les Français qui, dans leur désespoir aujourd'hui et dans leur peur de ne pas voir les fins de mois et de ne pas pouvoir joindre les deux bouts, ayant été déçus par nos politiques, se tournent vers des discours populistes.
j'en veux à nos politiques de ne pas les avoir gardés, de ne pas avoir gardé ces gens, de ne pas leur avoir donné confiance. Mais aujourd'hui, Vous êtes déçu on vous-même doit- un peu par les hommes politiques aujourd'hui? je suis pas c'est pas une question de déception parce que moi Ouais. je suis pas dans je ne suis pas dans la déception, je suis dans l'action. Et je demande et j'exhorte nos politiques de prendre les mesures nécessaires pour redresser ce pays. Mais enfin, on n'est pas là pour parler Ouais, bien sûr. de ce qui se passe dans mon pays. Non, quant à la diatribe du leader du Front National, bon, je suis déjà dans le coup d'après. Là, il a dit ce qu'il a dit, donc il se condamne lui-même en parlant. Et sa fille se condamne elle-même en ne réagissant en ne disant rien sur le fond, en ne critiquant pas le fond. Elle dit juste c'est une faute politique. Quand elle dit ça, elle se décrédibilise totalement et elle explique exactement ce qu'est son parti et quel est son mode de fonctionnement. Ce n'est pas une faute politique qu'on entend, on entend faute de stratégie politique, mais rien d'éthique, rien de philosophique, rien de morale, rien de mémoriel. Voilà, c'est navrant, c'est à gerber. Il y a deux écoles. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les artistes, des artistes eux-mêmes d'ailleurs, font parfois partie de cette école, donc pensent que les artistes n'ont pas à se prononcer sur la politique, sur la société en général, qu'ils chantent et puis voilà, c'est tout. Et puis il y a des artistes qui pensent qu'ils ont, que c'est très bien qu'ils aient un regard sur la société, qu'ils peuvent l'exprimer. Vous, c'est plus fort que vous. Vous avez toujours eu envie de... Mais c'est même pas que c'est plus fort que moi, c'est que moi j'en ai rien à foutre de ceux qui pensent qu'il faut ou qu'il faut pas. Chacun fait ce qui lui plaît, comme dirait une chanson que j'ai produite il y a maintenant 25 ans. C'est vrai? Oui, Chagrin d'amour, c'est moi qui ai produit ça. Pas ça. Ouais. Bah, viens à Lille, tu vois, je la chanterai. Je la chante maintenant en tournée. Vous avez, c'est marrant que vous avez démarré votre texte là tout à l'heure. Vous avez dit chanteur engagé sur deux domaines, le domaine du caritatif et le domaine mais engagé. Ça veut dire que moi je vais pas être engagé quand ça arrange les gens et pas engagé quand ça les arrange pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut dire ça veut dire que quand je vais être parrain du Téléthon ou du Télévis, alors là c'est formidable, ils s'engagent, mais alors là on aime bien qu'ils s'engagent. Mais alors quand je m'engage pour ce que je pense être moi l'avenir de mon pays, l'avenir de mes enfants, l'avenir de l'Europe et qui fait partie de ma vie à moi, pas de chanteur, ma vie de citoyen, ma vie de membre de la société civile. Pourquoi je ne m'exprimerai pas? J'ai tout à fait le droit de m'exprimer. Voilà, pointe à la ligne. Donc à partir de là, ceux que ça dérange, tant pis. Mais en l'occurrence, sur le sujet-là, je n'ai même pas eu besoin de m'exprimer il s'est exprimé pour moi. Ouais, exactement. Alors vous savez quoi, on va balayer ce sujet-là justement pour revenir à quelque chose de beaucoup plus joyeux. Et d'ailleurs, je dois vous dire, Patrick, que je vous suis à travers quelques interviews ces derniers temps. J'ai eu le plaisir de vous avoir il y a quelques semaines au téléphone et je vous trouve heureux en ce moment. Est-ce que ça a un rapport avec cette belle tournée que vous êtes en train de faire? Parce que vous m'avez dit au téléphone que c'était un moment magnifique pour vous dans votre vie. C'est un moment de rêve, dans le plus doux des rêves. J'aurais pas imaginé une tournée qui se passe comme ça. Le 15 mai dernier, quand on a commencé cette tournée, 15 mai dernier de l'année dernière, on savait que les salles étaient pleines, mais on ne savait pas qui était dedans, on ne savait pas comment le spectacle allait être reçu, je ne savais pas où je me situais par rapport aux gens, je ne savais plus rien. Ça faisait 6 ans qu'on n'avait pas fait de concert de cette envergure. Et l'accueil a été tel que voilà, la tournée va durer 1 an et demi et que c'est professionnellement un rêve au milieu des films que j'ai eu la chance de faire, qui ont été vraiment des jolis moments. C'est génial que vous ayez encore ce plaisir quand même. J'ai beaucoup de plaisir, mais je ne ferai pas les choses sans plaisir parce que mon plus grand des plaisirs, c'est de rester avec mes enfants. Donc vous imaginez que si vraiment j'avais moins de plaisir à chanter ou à faire des choses, il faut vraiment que j'ai envie, quoi. Alors il y a 2 dates, une date dont on avait parlé, la seule dont on avait parlé le 5 septembre. Vous m'aviez dit que ça vous ferait plaisir que ce stade soit rempli. Alors il a été très très vite rempli, à un tel point qu'il y en a un deuxième le lendemain, le 6 septembre, toujours évidemment ce stade Pierre-Mauroy à Lille. Voilà, ça sera un grand week-end dans la ville de Lille, en plus de la braderie qui accompagne ce week-end. Le 5 septembre est en plein, on a ouvert le samedi 6 septembre. Ça va très très vite la location et la grosse machine que TF1 va mettre en place commence à partir de samedi. Donc sans cette grosse machine, on est déjà à la moitié du deuxième stade rempli. Je voudrais pas qu'il n'y ait pas les Belges. Franchement, ça serait dommage que les Belges fassent pas partie de cette fête parce que. Donc dépêchez-vous les Belges. C'est-à-dire que il n'y en aura pas pour tout le monde. J'ai reçu beaucoup de tweets à l'ouverture du premier où les gens me disaient il y a déjà plus de place pour nous. J'ai dit ok, on va ouvrir un deuxième. Et là, je reçois d'autres tweets, mais dépêchez-vous. Mais c'est super, vraiment. Et puis, c'est pas pour rien que je me suis mis à Lille. C'était à la fois parce que le Nord m'a toujours fêté, et à la fois parce que je voulais pas être loin de la Belgique.
D'accord. Ben, je souhaite en tout cas à ces 2 stades dans lesquels il va y avoir des surprises, je crois, hein, pas Oui. mal de choses assez intéressantes. Ouais, ouais. Et puis surtout, ça permet à tous les gens qui seront là de vous accompagner, vous, pendant un moment important de votre vie aussi. Ah oui, et puis on arrive à rendre ces soirées complètement uniques. Euh, je crois qu'on s'en souvient. Quand on Ouais. est venu une fois à un concert, on s'en souvient, mais alors ce concert-là, ça va être quelque chose. Patrick Bruel, un grand merci d'être Merci à venu vous. aussi longtemps dans cette Non, émission. c'est un Ils nous ont bien plaisir. buzzé. D'autant plus que je crois savoir que vous restez et qu'on va parler football Ah ouais. dans quelques minutes. Du très, Évidemment, du très sérieux. et ouais, du très 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 sérieux, surtout pour nous les diables, avec le Café du Mondial. Salut à tous, moi je vous souhaite une très très bonne fin de soirée et je vous retrouve demain à 16h. Restez à l'écoute. Patrick Bruel, Éric Lenoir, le Café du Mondial. Salut à tous. Salut.